Bonjour à tous, bienvenue pour cette session d'aujourd'hui. Je me présente, donc moi c'est Sandra du 18-19 et j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de la semaine des entrepreneurs bruxellois du 16 au 20 novembre. Et pour cette session, du coup, bienvenue pour cette session sur les modèles circulaires pour des entreprises résilientes, plus résilientes. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. Si jamais vous avez des problèmes de son, vérifiez au niveau de vos paramètres audio ou essayez peut-être avec un casque. Attention à bien couper tous vos micros, s'il vous plaît, pour éviter des soucis. Je vais d'ailleurs peut-être voir s'il y a déjà des personnes qui ont mis quelques commentaires. Oui, si vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à essayer avec un casque ou des écouteurs ou éventuellement à chipoter un peu avec vos paramètres d'audio ou peut-être éventuellement à sortir de la session et revenir. Alors, comme vous voyez, donc vos micros sont coupés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser dans le chat et on les prendra en fin de session. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ici pour animer cette session Florent Leçon donc de Groupe One et je vais du coup lui laisser la parole. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends là, Sandra? Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Moi, je suis content. Je vais vous donner une animation à peu près d'une heure. C'est ce qui était prévu, qui est vraiment, on va dire, un module introductif sur sur les principes, pardon, de l'économie circulaire. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont encore dans une phase de réflexion de projet, etc., etc. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment les principes de base, comment appliquer ces principes à votre projet, pourquoi impliquer ces principes à votre projet, et puis je vais vous donner, ce qui vous intéresse, j'espère beaucoup, des exemples en fait de petites entreprises et de moyennes entreprises ici à Bruxelles, mais aussi à l'étranger, pardon, qui ont mis en place ces principes tout simplement, et on va voir en fait ce qui marche et ce qui marche un petit peu moins bien chez ces entreprises-là, et en espérant que ça vous donne des tas d'inspiration pour la suite. Alors moi, très rapidement, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Florent Lausson, je travaille chez Groupe One. Groupe One, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent. Groupe One, on gère le guichet d'économie locale de Saint-Gilles. En fait, c'est la région de Bruxelles-Capitale qui nous subventionne pour accompagner justement des porteurs de projets, des gens qui en sont encore en phase de réflexion. On a d'ailleurs un incubateur qui s'appelle Boussure Project, qui est un petit peu le cousin de Cop City pour ceux qui connaissent. Et effectivement, notre travail, nous, c'est d'accompagner les jeunes porteurs de projets dans leur réflexion du business model, essayer de créer ce qu'on appelle un business model innovant. Un business model innovant, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est un business model qui prend en compte tous les principes de l'économie circulaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai appelé cette formation les modèles économiques circulaires et les business models innovants. Alors, pour commencer, moi, ce que j'aime bien faire en introduction, c'est expliquer un petit peu. Je t'entends, Sandra. C'est expliquer un petit peu quels sont les enjeux un petit peu de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système plus résilient? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système plus circulaire, etc. Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre, et vous verrez qu'il y a énormément mon son a été coupé pendant. Oui, excuse-moi, j'ai coupé tout le monde parce qu'il y a des personnes qui avaient encore leur micro et du coup ça a coupé ton micro. Je suis vraiment Ah désolée. non, il n'y a aucun souci. Voilà, excuse-moi. C'est dommage, j'ai dit des trucs super intéressants pendant 2-3 minutes. Je ne vais pas revenir dessus puisque j'ai pas le temps, mais c'était vraiment. Non, non. Alors, non, ce que je disais, c'est que effectivement, quels sont les enjeux? Et moi, il y a un exemple que j'aime vraiment bien prendre, et vous verrez, on a beaucoup à prendre cet exemple-là, c'est l'exemple du jeans, tout simplement. L'économie du vêtement, vous savez, la fast fashion, etc., qui est une des économies les plus polluantes, en fait, un des domaines les plus polluants au monde. Et moi, j'adore prendre cet exemple-là pour expliquer un petit peu le principe, la notion d'économie linéaire. Alors, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà assez familiers avec cette notion-là. La notion d'économie linéaire, pourquoi elle s'applique très bien, par exemple, à l'économie du jeans? Parce que tout simplement, pour faire un jeans, qu'est-ce qu'il faut? Et là, je ne peux pas avoir vos remarques. Alors, j'imagine vos réponses. Il faut du coton. Et le coton, il vient d'où? Il vient de terres
très chaudes où il y a énormément d'eau, énormément de précipitations. Le coton, on ne peut pas le produire localement, simplement. Donc le jeans ne pourra jamais être un produit local à moins d'y amener un petit peu d'innovation. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à imaginer des jeans durables et on va voir un petit peu comment ces gens-là ont fait, comment ils ont réussi à innover, comment ils ont réussi à amener une réflexion intéressante sur cette question-là. Effectivement, pour faire un jeans, il faut du coton, il faut énormément de chaleur. Du coup, où est-ce qu'on va chercher ce coton? Bah, aujourd'hui, en 2020, on va parler beaucoup, par exemple, de l'Asie du Sud-Est. Vous savez qu'une fois que votre coton sera récupéré, après, imaginons, il va passer en Chine, et puis après, pour être transformé, il va repasser en Inde, avant de repasser en Turquie pour la coloration, etc., avant de se retrouver chez vous, chez Zara, chez Jules, etc. Et votre jeans, il a fait combien de kilomètres? Eh ben, on estime qu'à peu près un jeans comme ça, pour arriver en magasin, il peut faire en moyenne 65 000 kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeans, 65 000 kilomètres, il a plus voyagé que l'entièreté de tous les êtres humains sur l'année 2020 à peu près, et peut-être vous dans toute votre durée de vie, en fait, avant d'arriver chez vous. Donc le jeans, effectivement, c'est vraiment le symbole aujourd'hui de l'économie linéaire, de quelque chose qui ne va pas, en fait, de quelque chose qui n'est pas tout simplement tenable et donc qui n'est pas durable. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'économie linéaire? Pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, parce qu'on va d'abord la produire, on va la consommer, et puis on va la jeter. Et c'est pour ça qu'on la met tout à fait en opposition avec ce qu'on appelle évidemment l'économie circulaire, ce dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de refermer ce cycle-là, linéaire. Vous savez que la force d'une chaîne se compare à la faiblesse du plus petit de ses maillons, c'est-à-dire que cette économie linéaire, finalement, elle n'est pas du tout résiliente, elle n'est pas du tout forte. Il suffit qu'un des acteurs de la chaîne de production disparaisse, par exemple, une des variantes change et toute cette économie va s'écrouler. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en 2008. L'économie circulaire, c'est différent. L'économie circulaire, c'est essayer de rendre tout ça beaucoup plus résilient, finalement, en y incorporant 8 grands principes. Et les 8 grands principes, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, qui vont nous permettre de créer une certaine résilience, qui vont nous permettre de créer une certaine solidarité entre tous les acteurs de notre écosystème économique. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place ici dans la région de Bruxelles-Capitale. Alors, comment on fait pour mettre en place cette nouvelle économie qu'on appelle économie circulaire, économie de symbiose, économie bleue? Enfin, il y a énormément de terminologie, mais tout ça, c'est un petit peu du jargon, des batailles de théoriciens, tout ça. Donc, on va l'appeler vraiment économie circulaire. Comment on fait pour la mettre en place? Bah, tout simplement, on va s'inspirer du vivant. Et nous, ce qu'on aime bien comme exemple, finalement, pour mettre en opposition aux jeans, bah, on aime bien demander aux gens, bah, regardez ce qui se passe finalement dans votre jardin, regardez ce qu'on appelle la chaîne trophique. Quels éléments vont se nourrir de quoi dans votre jardin? Comment votre jardin lui-même peut être considéré comme un système ultra résilient? Et quand on fait cette chaîne trophique, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit pas du tout un système circulaire. Hein. Moi, j'adorerais vous dire, regardez, c'est circulaire, c'est rond, c'est comme les schémas qu'on veut vous montrer. Pas du tout. En fait, c'est le chaos total. Chaque élément de l'écosystème va avoir des interférences avec les autres éléments et vont survivre grâce à ces autres éléments. Et ça va créer un énorme chaos. Et cet énorme chaos qu'on appelle, enfin, qu'on dit finalement en toile d'araignée, c'est ça qui va créer la véritable résilience de notre système économique. Et c'est en s'inspirant de ça, tout simplement, de ce réseau alimentaire au sol ou de ces chaînes trophiques, qu'on va pouvoir créer une économie beaucoup plus forte. Alors, comment on crée une économie durable? En se servant des écosystèmes, comme je l'ai dit, que ce soit des écosystèmes naturels, mais nous, plus largement, de nos écosystèmes économiques. C'est-à-dire, par exemple, je suis une petite PME ici à Bruxelles, ou je suis une association ici à Bruxelles, je ne dois pas voir finalement les autres acteurs qui travaillent sur les mêmes domaines que moi comme des concurrents, pas du tout, mais je dois les voir comme des partenaires. Je dois voir cette prolifération d'acteurs un petit peu semblable au mien comme une opportunité. Ensuite, bien sûr, il y a la réduction des activités extractives, mais ça, on va reparler tout à l'heure. Et puis, le partage de l'intelligence collective, c'est une chose extrêmement importante, de pouvoir tous se retrouver en réseau, de pouvoir se retrouver en syndicat, de pouvoir se retrouver en coopérative, etc., pour pouvoir tous ensemble avancer vers une résilience plus forte de notre écosystème. Alors, vous connaissez certainement les 3 piliers du développement durable. Vous savez, il y a 17 objectifs selon l'ONU du développement durable qu'on va diviser en 3 piliers. Et ces 3 piliers, c'est quoi? C'est l'environnement, l'économie et le social. On pense souvent le développement durable
comme le pilier environnemental, et on oublie très souvent les deux autres, en fait. Nous, on n'imagine pas une économie durable, une économie résiliente qui se fasse sans les piliers sociaux et surtout sans le pilier, effectivement, économique. Puisque le développement durable, le respect de l'environnement, ça doit se faire, effectivement, dans un but aussi de pérennisation économique. Et c'est ça qu'on va essayer de rechercher. Et c'est en ça que les business models innovants sont intéressants, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement chercher cette idée un petit peu utopiste d'une économie qui sera respectueuse de l'environnement à fond. C'est vrai, c'est ça qu'on veut, c'est ça le but principal, mais on veut que notre économie soit tout aussi durable, tout aussi résiliente, tout aussi pérenne qu'avant. Et est-ce que c'est possible? Eh ben oui, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Oui, c'est tout à fait possible. Alors l'économie durable, souvent on nous dit quand les porteurs de projets arrivent au GEL, oui d'accord, c'est très sympa, vous nous avez présenté plein de grands principes, très gentil, mais comment est-ce que je les mets en application? C'est très dur. Est-ce que c'est un peu utopiste? Ben nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, on n'est pas obligé d'atteindre la perfection tout de suite. D'ailleurs, si vous êtes des porteurs de projet, si vous avez mis en œuvre un business model Canva au tout début de votre projet, vous êtes rendu compte que votre business model, il ne peut pas être parfait dès le début, en fait. Un business model, c'est quelque chose qui va se tester, c'est quelque chose qui va se challenger, c'est quelque chose qui va se prototyper, c'est surtout quelque chose qui va évoluer selon les lois, selon le marché, tout simplement. Et bien là, ça va être la même chose. On va vous demander au début de choisir une vision, effectivement, pour votre business model, vers où vous voulez aller, vers où vous voulez tendre, mais à aucun moment, on va vous demander de trouver la perfection, en fait, dès le début et d'atteindre tous vos objectifs dès le début. C'est très compliqué. Ça, je vais vous montrer un peu plus tard des exemples de PME ici à Bruxelles qui ont essayé d'être parfaits sur toute la ligne dès leur lancement et elles ont rencontré parfois quelques difficultés économiques, etc., etc. C'est ce qu'on va voir. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter 8 grands principes de l'économie circulaire. C'est pas exhaustif, c'est pas les seuls, mais je pense que pour une séance d'introduction, c'est largement suffisant. Et là, je vais vous demander de peut-être prendre note des 8 grands principes que j'affiche ici à l'écran et je vais vous expliquer chaque principe un par un. D'abord, il y a le principe qui est le principe le plus connu et souvent quand on pense économie circulaire, on ne pense qu'à ce principe-là, ce qui est une erreur, ce qui est une grande erreur, qui est le principe effectivement du recyclage et du reuse en anglais, du réusage. C'est peut-être une francisation un petit peu du terme, mais du réusage, de la réutilisation en tout cas du produit qu'on pensait être devenu déchet. Effectivement, ça c'est un des 8 grands principes de l'économie circulaire, mais c'est certainement pas le principal. C'est-à-dire qu'une fois effectivement que notre produit arrive en fin de vie, on va imaginer une seconde vie à ce produit. Ensuite, il y a le principe du zéro déchet, qu'il ne faut absolument pas confondre avec le principe du recyclage, qu'on appelle aussi le principe déchet égale nourriture. Le principe du zéro déchet, c'est comment moi je vais imaginer en amont de ma chaîne de production, produire le moins de déchets possible tout au long de ma chaîne de production. C'est-à-dire effectivement durant la production, mais aussi en fin de vie de mon produit. Je vais imaginer un petit peu quelles seront les méthodes de production qui vont m'attirer le moins de déchets possible, quelles sont les méthodes de packaging qui vont donner le moins de déchets possible. Et en fin de vie, est-ce que je vais imaginer un produit qui sera éco-construit, qui sera éco-conçu, c'est-à-dire un produit dont on aura la possibilité de le transformer en un autre produit extrêmement facilement ou pas? Je prends un exemple. Vous avez aujourd'hui des chaises de bureau dont les producteurs savent déjà en amont de la chaîne de production que les pieds en métal donneront plus tard des parties, par exemple, de machines à laver ou des ustensiles de cuisine, etc., etc. Parce que ces chaînes de production-là ont été conçues de sorte que ces objets, ces artefacts soient réutilisés plus tard dans d'autres objets, des objets électroménagers, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception et ça fait partie du principe zéro déchet. Ensuite, bien sûr, il y a le principe du local. Moi, j'ai été jury il n'y a pas si longtemps dans un concours où des porteurs de projets m'avaient présenté des t-shirts qui faisaient partie d'une campagne de sensibilisation qui était très intéressante par ailleurs pour lutter en faveur des abeilles, puisque vous savez que les abeilles sont en train de disparaître et que c'est vraiment une tragédie pour notre écosystème.
Et ils avaient sorti toute une série de t-shirts et de vêtements sensibilisateurs, ne touche pas mon abeille, etc., etc. C'était très intéressant. Mais ce produit-là ne pouvait absolument pas faire partie de ce qu'on appelle l'économie circulaire, tout simplement parce que c'était du Made in China. Et c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte assez vite et on a dû leur expliquer. Effectivement, votre message de sensibilisation est très bon. Le message est bon, l'intention, à mon avis, est bonne, mais il y a un certain manque de logique dans ce que vous faites et dans ce que vous nous proposez. Alors effectivement, dans vos chaînes de production, toujours essayer de privilégier effectivement le local. Alors souvent, on va nous dire oui, mais ça va se répercuter sur des prix qui seront des prix plus importants. Effectivement, mais alors il faut voir est-ce que cette répercussion sur les prix n'est pas facilement justifiable auprès du consommateur. Bien sûr, l'utilisation au maximum des énergies renouvelables. Les exemples les plus faciles, c'est en termes de livraison de produits, etc., qui se font beaucoup en vélo cargo. Aujourd'hui, à Bruxelles, partout où on va, il y a des vélos cargo. Je pense par exemple à nos amis qui font les champignons de Bruxelles, etc. Effectivement, mais il n'y a pas que dans les transports. Encore une fois, c'est tout au long de la chaîne de production, essayez d'imaginer quelles sont les énergies renouvelables que vous pouvez utiliser au maximum, effectivement, et quelles sont les énergies renouvelables qui vont être utilisées et mises en place par vos fournisseurs. La pensée systémique, qu'est-ce que c'est? C'est un des principes fondamentaux. La pensée systémique, c'est essayer de vous imaginer, d'imaginer votre projet au sein de l'écosystème global. C'est-à-dire au sein de tout cet écosystème, par exemple ici bruxellois, vous faites une map de vos concurrents, vous faites une map de vos partenaires et imaginez comment votre produit, comment votre service peut être au secours finalement de tout cet écosystème. Voilà. Est-ce que réellement vous répondez à un besoin qui existe? Est-ce que finalement vous répondez à une demande de cet écosystème, à un manque de cet écosystème et comment vous arrivez à le renforcer? Ça, c'est un travail très important à faire. Ensuite, l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité ne sera pas applicable à chacun de vos produits. Peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'économie de la fonctionnalité. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement ne pas mettre en vente un produit directement, mais mettre en vente l'usage, l'utilisation de ce produit. Je prends un exemple, une machine à laver. L'économie de la fonctionnalité ne serait pas de vendre directement cette machine à laver, mais de louer finalement l'usage de cette machine à laver. Pourquoi je vous parle de cet exemple? C'est parce que c'est un des exemples d'économie de la fonctionnalité les plus vieux, les plus anciens, qu'on connaît tous le mieux. Ce sont les lavomatiques, etc., les vassorettes. Ce n'est pas l'exemple le plus sexy, mais c'est quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. Et ben, pourquoi ne pas appliquer cet exemple-là à bien d'autres produits de consommation? On voit ça de plus en plus avec les voitures, on voit ça avec Cambio. Pourquoi c'est intéressant finalement de faire de l'économie de la fonctionnalité avec les transports finalement? Parce que moi, on m'a dit une fois, oui, mais les Cambio, ce sont quand même des voitures, on va quand même déproduire des voitures. Effectivement, mais à travers l'économie de la fonctionnalité, cela va nous permettre d'avoir un parc automobile bien plus réduit, bien moins important que si chacun avait sa propre voiture qui resterait la majorité de la journée finalement sur une place de parking ou dans un garage. Tandis qu'avec Cambio, eh bien, la voiture est presque perpétuellement en mouvement. Pareil avec tout type de transport dont nous parlons aujourd'hui. Et on ne va pas rentrer peut-être dans le débat des trottinettes électriques qui ne sont pas si écologiques que ça, etc. etc. L'exemple le plus ancien de l'économie de la fonctionnalité, c'est par exemple les bibliothèques. Hein. C'est l'exemple le plus ancien. Après, en termes d'entreprises, de grosses entreprises qui ont pris cet exemple à cœur, et là, vous pouvez trouver plein d'exemples sur Internet. On peut citer par exemple Michelin, qui déjà il y a quelques décennies a fait un vrai virage au niveau marketing et au niveau business model en disant nous finalement pour les grandes entreprises de transport, pour les grandes entreprises de transport routier, on ne va plus leur vendre nos pneus, mais on va leur louer nos pneus. Ce qui va nous permettre de récupérer ces pneus une fois qu'ils seront en fin de vie, de les revaloriser et de les relouer à un autre client, etc. etc. Pourquoi ça c'est intéressant? Finalement, parce que vous allez fidéliser le client et parce que finalement, vous allez faire des énergies folles en termes de production, parce que vous allez vous-même vous occuper de la récolte et de la revalorisation des pneus. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le principe. Tous ces principes-là, je vais vous en donner des exemples juste après, beaucoup plus proches de la réalité, donc ne vous inquiétez pas. Mais le principe de la pensée en cascade, qui est un petit peu complexe, qu'est-ce que c'est? C'est
se dire, une fois que j'ai réussi à revaloriser un premier déchet, que j'ai réussi à en faire finalement un produit que je peux valoriser sur le marché, une fois que ce déchet lui-même fut revalorisé et de nouveau devenu déchet, quelle est la prochaine étape? Comment peux penser mon système de production en cascade, c'est-à-dire comment je peux innover à chaque étape de production, encore et encore et encore. Comment, sur base de mon déchet, de déchet, de déchet, de déchet, je vais encore pouvoir imaginer un nouveau produit. Ensuite, il y a finalement le dernier principe qui est le principe de diversité et de résilience, mais ça, c'est pas seulement un principe de l'économie circulaire, c'est un principe global, c'est-à-dire je vais essayer de diversifier, mes flux de rapports, finalement, comment je vais essayer de diversifier mon offre. Et ça, c'est quelque chose qui est très lié au principe précédent, le principe en cascade, et que je vais vous présenter à la suite. Alors, en termes d'économie circulaire, il y a un livre qui a vraiment qui a vraiment chamboulé, si je puis dire, toute la théorie, qui est sorti en 1979, si je ne dis pas de bêtises, et qui met en avant l'échelle de Landsik. L'échelle de Landsik, c'est quoi? C'est se dire finalement l'économie circulaire met en place une certaine hiérarchie de valeurs, une certaine hiérarchie finalement. Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent on a l'impression qu'effectivement le recyclage, que nous vantent les Coca-Cola et les autres entreprises, c'est la solution à tout, etc., etc. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que c'est pas vrai finalement. Le recyclage n'est pas la solution, le recyclage c'est le plan C. Le plan A, qu'est-ce que c'est? C'est la prévention. C'est-à-dire essayer de tout faire, c'est le zéro déchet finalement, c'est de tout mettre en place pour que tout au long de la chaîne de production, ma production de déchets soit la plus réduite possible. Mais déjà, penser tout cela largement en amont de mon projet. Ensuite, il y a la réutilisation, effectivement. Avant le recyclage, je vais essayer de trouver une réutilisation à mon produit, le revaloriser, mais d'une façon beaucoup moins coûteuse en énergie que la solution C, qui est la solution de recyclage. Ensuite, il y a la solution autre revalorisation. Vous connaissez l'upcycling, downcycling, etc. Et vous pouvez innover des tas de choses à partir de là. Et ensuite, enfin, en dernier recours, il y a l'élimination du produit, l'élimination de la valeur. Tout ça pour vous dire, encore une fois, que cette règle est très importante pour essayer de contourner un petit peu les lieux communs qu'on a sur l'économie circulaire, qui est de dire, si j'ai un produit 100% recyclé ou 100% recyclable, mon produit fait partie du développement durable, c'est génial, c'est vert, c'est écolo. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On a vu, par exemple, c'était un peu plus d'un an, je crois, Coca-Cola qui nous avait sorti une grande campagne qui est vraiment une campagne de greenwashing, sur aidez-nous à recycler s'il vous plaît. Et sur toutes leurs canettes et sur leurs bouteilles, ils avaient écrit en anglais help us recycle, aidez-nous à recycler. Ce qui était très intelligent de leur part, c'était une façon de porter la responsabilité sur le consommateur et non sur finalement l'industriel lui-même, en disant voilà, nous en tout cas on fait notre part d'effort, c'est à vous de jouer, c'est à vous de jeter finalement dans la poubelle bleue, tout simplement, c'est ça qu'ils nous disaient. Et en écrivant sur ces canettes, cette canette est en plastique 100% recyclé. Pourquoi c'est un piège, encore une fois? C'est parce que cette canette est en plastique peut-être 100% recyclée, mais certainement pas 100% recyclable. C'est-à-dire que je vais récupérer 20% du métal de cette canette pour pouvoir la mettre avec 4 autres canettes finalement. Elle n'est qu'un cinquième de la nouvelle canette qui sera créée 100% en matière 100% recyclée. Et donc, il y a une production qui continue à être effectivement énorme de nouvelles matières, de nouveaux produits, et il y a une quantité énorme de déchets qui continuent à finalement être créés. Voilà, donc ne pas tomber dans ce piège-là et surtout essayer de ne pas appliquer ce piège-là soi-même à travers une séance de greenwashing. Alors, les business models innovants, je vous ai dit un petit peu ce que c'était, ce sont des business models qui essayent de prendre en compte tous ces principes-là. Qui essayent de prendre en compte tous ces principes-là. Alors, comment on fait pour avoir un produit qui est 100% innovant, 100% durable dans le cadre des principes que je vais énoncer? Je vais vous énoncer toute une série d'exemples un petit peu qui mettent ça en question. Comme j'ai pas de retour, je vous entends pas, donc je vais essayer d'imaginer un petit peu vos réponses. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent Permafungi.
Permafungip, qui est quand même un des exemples les plus marquants ici à Bruxelles, un exemple qui est très souvent utilisé pour parler un petit peu d'économie circulaire, puisque ces gens-là, Permafungi, ils sont arrivés sur le marché finalement il y a assez peu d'années, en se disant, nous, on veut disrupter un peu tout ça et on veut appliquer les 3 piliers du développement durable, donc social, économique et environnemental, à fond. Donc, qu'est-ce qu'ils sont faits? Et là, essayez de faire les liens avec les 8 principes de l'économie circulaire dont je vous ai parlé juste avant. Eux, ce qu'ils font, c'est ils vont récupérer, pour ceux qui ne connaissent pas, je le fais très vite, ils vont récupérer du marc de café auprès de, je pense qu'ils ont commencé avec Panos ou avec le pain quotidien, quoi qu'il en soit. En tout cas, ils ont fait un partenariat avec Panos ou pain quotidien pour aller récupérer chez eux du marc de café. Et ils vont chercher du marc de café usagé, finalement, c'est un déchet. Et ils se sont rendus compte qu'en le travaillant, en y plantant des porcs et en les mettant dans une cave, ils ont commencé dans les caves de Tour et Taxi, en les mettant dans une cave, dans ces espèces de gros saucissons, on va dire, de marc de café, en y plantant les porcs, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire pousser? Eh ben, ils arrivent à faire pousser des champignons, ils arrivent à faire pousser des pleurotes. Et ça, ils se sont dit, génial, on applique complètement l'un des premiers principes de l'économie circulaire, qui est le principe déchet égale nourriture, finalement, qui est le principe recyclage, entre guillemets, donc revalorisation des déchets d'impair. Autre principe qu'ils appliquent extrêmement bien ici, c'est le principe systémique. Donc la prise en compte de son écosystème. J'habite à Bruxelles, qu'est-ce qu'il y a? Des Panos, des pains quotidiens avec qui on peut commencer à travailler. Eux, ils ont des déchets de marque de café. Ça nous intéresse énormément. Comment je fais? Comment on va les chercher? Prise de contact. Est-ce que ça a été facile pour se mettre d'accord avec, on va dire que c'est pas quotidien parce que j'ai un trou, pour se mettre d'accord avec le pain quotidien, est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'était gratuit finalement de récupérer ces déchets-là? Eh bien oui, tout simplement parce que quand vous avez des déchets, si vous êtes pain quotidien, vous avez des déchets pour vous séparer de ces déchets, pour vous en débarrasser, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous devez payer une taxe à la ville, tout simplement. Et si quelqu'un arrive chez vous en vous disant, moi, ces déchets-là, je vais vous en débarrasser, eh ben, c'est tout bonus. Alors, il y a eu une situation de win-win, hein, de gagnant-gagnant, et Permafungi a pu aller récupérer ces déchets-là. Et là, je vous ai mis la petite photo, hein, Permafungi qui va récupérer ce marc de café-là en vélo. Ça fait partie des énergies renouvelables, effectivement. Et ça, vous pouvez en voir un petit peu partout à Bruxelles. Mais après, ils ne se sont pas arrêtés là. Parce que, comme je vous ai dit, il y a un des grands principes qui est la diversité qui amène la résilience économique. Et un de ces grands principes-là, c'est la diversification des sources de revenus. Et ils ont 3 sources de revenus qui sont liées aux pleurotes, hein, qui sont louées aux champignons. Il y a les champignons eux-mêmes, hein, la vente de champignons directement pour les restaurateurs, par exemple. Il y a la production de petits kits. Donc, ils se sont rendus compte que c'est finalement un produit qui amenait pas mal de curieux. Et si on vendait des petits kits avec à l'intérieur des ports de champignons, des petites pousses de champignons avec du marc de café et tout un syllabus explicatif, ça pouvait intéresser pas mal de gens. Cette chose-là amène finalement plus d'argent que la vente de champignons frais. Et puis, un troisième produit qui est très intéressant, puisque c'est un business model innovant, donc c'est un business model qui attire la curiosité, bah, l'organisation de workshops dans les caves de Tour et Taxi, directement sur le lieu de production, par exemple, sous forme d'entreprises qui vont venir durant des team building, etc., ou des classes avec des élèves qui font partie de projets de sensibilisation au sein des écoles. On a parlé aussi du pilier social. Ce que Permafungi avait décidé de mettre en place dès le début, c'est l'activation de la mise au travail de personnes qu'on appelle article 60. Hein. Vous connaissez certainement les personnes article 60, c'est-à-dire des personnes qui sont mises à l'écart de l'emploi, qui sont parfois dans une situation assez difficile au niveau de l'emploi. Du coup, la région Bruxelles-Capitale va subventionner, va payer une grande partie du salaire de ces personnes-là durant 1 an au sein des entreprises. Donc, ça fait partie effectivement d'un pilier de développement durable qui n'est pas finalement un pilier environnemental, mais bien un pilier social. Ceci a amené une certaine difficulté non négligeable qui part du principe qu'au bout d'1 an de contrat article 60, la région Bruxelles-Capitale va être amenée à arrêter le subventionnement du contrat de ces personnes-là. Donc, quel fut le choix de Permafungi? Finalement, il fut de pérenniser ce contrat-là, mais sur fonds propres.
Donc, ça a amené effectivement quelques difficultés financières qui sont à prendre en compte par la suite. Et ensuite, on a parlé de la revalorisation de déchets organiques. Et ben, on peut parler de revalorisation de déchets urbains, entre guillemets, parce que Permafungi va s'installer dans des caves, dans des lieux finalement qui sont ce qu'on peut appeler des déchets urbains. Effectivement, ils vont aller chercher à revaloriser ces lieux-là. Alors, on a parlé des 3 sources de revenus qui sont liées au pleurote. Et là, je continue un petit peu sur Permafungi, puisque je vous dis qu'eux, ils arrivent assez facilement à entrer dans beaucoup de cases que je vous ai présentées. Et une des cases, c'est la pensée en cascade. C'est-à-dire, une fois qu'on a revalorisé notre mare de café, on en a fait des champignons, on en a fait des pleurotes, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Comment on peut réutiliser ce déchet de déchets? Parce qu'après 3 pousses de champignons, ce marc de café, il est exténué, il ne peut plus rien donner en termes de champignons. Et bien eux, ils se sont rendus compte que là-dessus, on pouvait continuer à faire pousser des chicons. Et ils ont fait pousser des chicons. Et ça, c'est un projet qui, malheureusement, n'a plus lieu, puisque en termes de concurrence sur le milieu du chicon à Bruxelles, ils étaient largement servis. Mais en tout cas, la logique est très intéressante et c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est qu'est-ce qu'on continue à faire, comment on continue à innover, comment on continue à penser. Et ce projet-là n'est pas venu dès la première année, il n'est pas venu dès la deuxième année, c'est quelque chose qui a été mis en place dans une réflexion continue. Et puis après, ils se sont rendus compte, zut, on arrive quand même à avoir des déchets de déchets de déchets, même après nos chicons, même après nos champignons. On a énormément de déchets de champignons, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ils se sont mis en partenariat avec une entreprise des Pays-Bas, si je ne me trompe pas, et ils ont créé un modèle de lampe sur le modèle du champignon, finalement, qui sont faits avec des déchets organiques de champignons. Ça, c'est de l'innovation super intéressante parce qu'on sort complètement de son business model de base, on prend des risques assez incroyables et maintenant, on va dans le domaine de l'intérieur, de la décoration, etc., etc. Toujours sur base de ce principe-là de j'ai des déchets, qu'est-ce que j'en fais? C'est toujours de la pensée en cascade. Alors maintenant, je vais vous donner un autre exemple qui est toujours un exemple belge, qui est un exemple sur le jeans, puisque je vous ai parlé de jeans au début de la séance. Je vous avais dit le jeans, très difficile à innover, très difficile à revaloriser, très difficile à produire localement. Alors, comment on fait pour faire entrer le jeans en termes de développement durable, en termes de circularité? Il y a plusieurs solutions. La première solution, ce serait de produire du coton localement. Mais pour produire du coton, je vous l'ai dit, il faut énormément de chaleur et il faut énormément d'eau. Alors, comment est-ce que je fais? Alors là, il faut commencer à réfléchir et se dire, comment est-ce que moi, je vais aller récupérer de la chaleur? Eh bien, on continue à penser en termes de déchets. La chaleur, c'est un déchet. Pour qui? Pour certaines entreprises. Est-ce qu'il y a une centrale? Est-ce qu'il y a une raffinerie, etc., etc., qui pourrait produire de la chaleur en quantité suffisante pour finalement m'en donner? Est-ce qu'il n'y a pas un échange qui serait intéressant là-dessus? Donc ça, on appelle ça l'échange des flux, la récupération des flux. Je vais aller récupérer un flux de chaleur chez un partenaire. Et puis, il y a une autre solution, parce que cette première solution, la solution A, n'a jamais été encore mise en place en Belgique, hein, on ne va pas se cacher que c'est assez coûteux. La deuxième solution, c'est d'aller chercher des variantes, chercher autre chose que du coton. Alors on sait qu'il y a de plus en plus de marques de vêtements qui se lancent dans le chanvre, comme ça a toujours été fait, par exemple dans les temps anciens, avant l'apparition du coton sur nos marchés à nous, au Moyen-Âge, les vêtements étaient très souvent faits en chanvre, et bien ça revient un petit peu à la mode, parce que du chanvre, c'est quelque chose qu'on peut produire extrêmement facilement et en très grande quantité ici en Belgique. Tom Dewey, qui est un entrepreneur flamand, lui, il a choisi une troisième solution. C'est la solution de la revalorisation au maximum des jeans. Lui, il s'est dit, moi, je peux quand même essayer de détisser les anciens jeans, de les retisser et d'essayer de recycler au maximum une paire de jeans. Alors, une paire de jeans, il faut savoir que ce n'est recyclable que à 75% à peu près. Donc, il y aura toujours 25% d'ajout de nouvelles productions, ce qui n'est pas négligeable, mais 75% de produits recyclables, c'est quand même extrêmement innovant, c'est quand même extrêmement fort. Une deuxième chose qui est extrêmement, on va dire,
polluante dans la production du jean, ce n'est pas seulement la production via le coton, l'utilisation de l'eau, etc. C'est aussi toute la matière chimique qu'on va appliquer aux jeans, par exemple pour la teinture. Alors là, une solution qui a été mise en place par cette marque qui s'appelle Let's Be Honest, qui a été créée par Dom Duo, c'est finalement de mettre l'application de l'indigo de façon électromagnétique. Tout ça pour vous dire, ça va peut-être pas vous intéresser dans le cadre de votre projet personnel, mais tout ça pour vous dire qu'il a été chercher des solutions qui n'existaient pas encore en Belgique, des solutions extrêmement innovantes pour pouvoir les appliquer sur son jeans. Mais alors, il y a une application de cela, finalement une répercussion sur le prix. Eh bien, pas tant que ça, parce que ces jeans à Team Duo, il arrive à les faire entrer dans un prix qui reste plus ou moins abordable, entre guillemets, de 100 euros. Et comment il va justifier ce prix de 100 euros, qui est quand même un prix plus important que chez Jules, chez Zara et chez H&M, etc., etc. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, finalement, parce que toute la stratégie marketing de Let's Be Honest est une stratégie marketing qui repose sur le développement durable. Et ça, on le voit avec de plus en plus de marques de vêtements. Vous connaissez très bien, je ne vais pas les citer, mais des marques de chaussures qui sont apparues sur le marché de façon totalement disruptive il y a quelques années pour nous vendre des chaussures durables, des marques de jeans, des marques de vêtements, etc., etc., etc. Sur Internet, on en voit énormément. Parce que c'est finalement un indicateur, c'est un vecteur marketing extrêmement intéressant pour le client, et de plus en plus. Alors, Tellme, c'est une entrepreneuse bruxelloise qui avait mis cela en place. Et Tellme, ils sont aussi dans le domaine du vêtement. Mais Tellme, ils ne vont pas utiliser le principe du recyclage, de la réutilisation, de la revalorisation. Tellme, pour ceux qui connaissent, ils vont réutiliser le principe de l'économie de la fonctionnalité. Souvenez-vous, l'économie de la fonctionnalité, c'est ce dont je vous parlais il y a à peu près 15 minutes. C'est cette économie de la vente de l'usage. C'est-à-dire, je ne vais pas vous vendre un objet, je vais vous vendre l'utilisation de cet objet. Alors, on a dit que ça marchait avec les voitures, on a dit que ça marchait avec les trottinettes, ça marche avec les livres, les machines à laver, ça marche aussi pour les vêtements. Et ici, dans le cadre de Tellme, ça marche plus particulièrement dans le cadre des vêtements pour enfants. Pour une raison extrêmement simple, c'est parce que les enfants s'agrandissent assez vite. Et quand il n'y a plus de petits frères, de petites sœurs ou de cousins ou de cousines à qui laisser ses vêtements, eh bien, on va les jeter ou alors les donner aux petits riens, etc., etc. Tellme, elle est partie de ce principe-là, elle est partie de cette idée-là, de cette problématique, en disant nous, on va louer finalement des vêtements à des enfants et tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, les parents pourront nous les rendre et on va pouvoir changer régulièrement de taille pour l'enfant, etc., etc. C'est l'économie de la fonctionnalité et ça fonctionne de la même manière. En fait, si on fonctionne à travers cette économie-là, en faisant le deuil culturel d'une certaine notion de propriété, ce qui est assez difficile finalement pour tout le monde, mais en faisant ce deuil-là, on permettra de faire en sorte que finalement les produits en circulation sur le marché seront beaucoup, beaucoup moins nombreux. Et du coup, la production de ces produits-là sera beaucoup, beaucoup moins absurde en fait, parce que ces produits seront dans un circuit constant, comme pour les voitures Cambio dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ce business model-là est applicable à un autre exemple que pour les vêtements pour enfants en termes vestimentaires? Il y a beaucoup de gens qui me disent non, et pourtant il y a en France une entreprise, et je ne l'ai pas ici dans les exemples des slides, mais j'y pense maintenant, une entreprise qui s'appelle Mudflow et Mud Jeans. C'est une entreprise qui va faire de l'économie de la fonctionnalité sur les jeans pour adultes. Et là, effectivement, il y a un profond changement de la culture de la propriété qui reste à faire, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, effectivement, moi, les jeans, d'accord, pour les enfants, je veux bien, c'est bien. Pour les jeans, moi, je trouve ça un petit peu dégoûtant. Je ne veux pas aller louer un jeans, je ne veux pas aller utiliser un jeans qui fut la propriété de quelqu'un d'autre il y a à peine une semaine ou deux, on ne sait pas bien si c'est bien lavé, etc., etc. » Et pourtant, ce qu'on va dire à ces gens-là, c'est d'accord, mais quand vous allez dans un restaurant, vous allez utiliser une assiette et des couverts qui ont déjà été utilisés par une personne avant vous, peut-être la veille, peut-être 2 heures auparavant. Ces couverts, ces assiettes ont été lavés et resservis. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le vêtement? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cette culture de la propriété qui doit un petit peu être changée.
Et pour la petite histoire, cette entreprise qui s'appelle Mad Jeans, qui est présente en Allemagne, si je ne me trompe pas, et en France, cette entreprise-là, elle marche assez bien, mais en ciblant un public cible qui est déterminé. Hein, puisque vous savez très bien, en tant que porteur de projet, vos produits ne vont pas intéresser tout le monde, en particulier celui-là ne va pas intéresser tout le monde, et il va intéresser qui? Eh bien, il va intéresser finalement les gens qui sont intéressés par le fait d'être à la mode de façon continue sans agrandir sa garde-robe, finalement. C'est-à-dire, moi, par exemple, je veux un pantalon fuchsia pendant 3 semaines, mais je ne suis pas sûr d'assumer ce pantalon fuchsia dans ma garde-robe, eh ben, je vais passer par ma jeans. Et ça marche extrêmement bien. Et puis, un autre public cible très important, ce sera toujours les gens sensibilisés au développement durable, les gens sensibilisés à l'économie de la fonctionnalité et qui sont ouverts à ce genre de projet pilote intéressant. Ensuite, je reviens plus concrètement sur un autre exemple qui est un exemple plutôt dans l'ORECA, ici à Bruxelles, c'est le Bunche Café. Et le Bunche Café, qui, en termes de carte, travaille énormément sur l'alimentation durable, c'est-à-dire la valorisation, la mise en avant de produits durables, de produits régionaux. Mais il y a énormément d'exemples comme ceci à Bruxelles, hein, je vous en donne juste un qui est assez connu. Et puis, finalement, d'autres principes qui sont les principes du zéro déchet, encore une fois. Donc, on va utiliser des contenants. Comme on voit ici, les gens ne payent que le contenu. On va utiliser une décoration qui est aussi faite à base de revalorisation, d'upcycling. On va travailler avec certaines recycleries, etc., pour récupérer des objets. Et tout ça rentre dans leur business model parce que ces gens-là, le Bunse Café, elles ont un public cible de gens qui sont un petit peu sensibilisés. Parfois, on dit un petit peu bobo, etc. Mais ça marche extrêmement bien. Et encore une fois, il y a une diversification des flux parce qu'il y a dans ce genre de lieu beaucoup de workshops qui sont organisés en partenariat avec une multitude d'acteurs de l'économie circulaire et du développement durable ici à Bruxelles. Donc, si vous avez un lieu si votre produit est un produit d'Oreca, etc., où vous avez un lieu de salle de spectacle, de concert, etc., nous, ce qu'on dit toujours, c'est profitez-en, allez chercher des partenaires, étudiez votre écosystème, allez chercher des gens qui peuvent mettre en place dans votre lieu certains workshops, etc., qui font sens avec l'économie circulaire, avec le développement durable, avec la sensibilisation au climat, etc., puisqu'il y a un public invraisemblable et qui est tout à fait prêt à vous suivre dans cette aventure-là et qui est très friand de ce genre de choses. Alors, je reviens un petit peu sur les champignons, parce que je ne veux pas faire de jaloux, et tout à l'heure, je vous ai parlé de permafungi. Vous savez qu'ici, à Bruxelles, on est très fort en champignons, et peu après permafungi, il y a les champignons de Bruxelles qui sont apparus, et champignons de Bruxelles, ils se sont dit, nous, on va faire pareil, on va faire des champignons, mais on ne va pas faire ça sur base de marc de café, hein, parce qu'on ne veut pas complètement plagier. Non, nous, on va aller chercher un autre produit qui est beaucoup plus utilisé encore, qui est beaucoup plus présent encore à Bruxelles, qui est la bière, tout simplement. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose dans la production de la bière qui était un véritable miracle. C'est un produit miraculeux qu'on appelle la drèche. La drèche, vous connaissez certainement. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu les déchets, c'est les résidus, et la drèche, ça sent pas très bon. Et avec cette drèche, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire pousser tout et n'importe quoi. Et ils se sont dit, nous, on va faire pousser nos champignons sur base de drèche de bière. Et eux, comme l'avait fait à l'époque Permafungi, en utilisant la même logique, où est-ce qu'on va aller chercher cette drèche de bière? On ne va pas l'acheter toute faite, on va aller la récupérer chez des partenaires. Donc on va créer des partenariats, on va chercher des acteurs de l'ORECA à Bruxelles qui peuvent nous proposer leurs déchets de bière et on va aller les récupérer directement sur place. Et du coup, Champignons de Bruxelles va chercher ses brèches, ou ça, dans toute une série d'acteurs avec qui ils ont fait des partenariats, des brasseries, des bars, etc., des restaurants, etc. Là, je vous ai mis Mad Lab et Beer Project Bruxelles, qui sont deux projets bruxellois extrêmement intéressants. Le Beer Project Bruxelles, qui est encore un petit peu, qui est encore assez connu pour le moment. Pourquoi je vous les ai mis tous les deux? Parce que tous les deux se sont dit, nous, on va faire un produit basé, encore une fois, sur la circularité et sur la bière, évidemment. MadLab étant une production de biscuits basée sur les déchets de bière.
Donc, ils ont vraiment pris la même logique que les champignons de Bruxelles. Ils ont dit à Bruxelles, les gens boivent énormément, c'est super, on a énormément de déchets et grâce à l'alcoolisme des Bruxellois, finalement, grâce à leur penchant pour la boisson, on va pouvoir créer un produit exceptionnel. Et ils ont créé toute une série, une gamme de biscuits assez chouettes sur base de drèche de bière. Et Mad Lab, je crois qu'ils sont situés près de Tour et Taxi, encore une fois, peut-être chez Green Bees ou pas loin de là-bas. Et je vous invite à aller découvrir, c'est très chouette. Et Beer Project Bruxelles, pourquoi je les ai mis là? Puisqu'ils ont une bière dans leur gamme de bière qui s'appelle Babylone, pour ceux qui connaissent. Babylone, c'est une bière qui est faite sur base de levure, oui, mais de pain invendu, finalement. Beer Project Bruxelles s'est dit, nous, on va aller récupérer, encore une fois, des déchets, on va aller sonner chez Carrefour, chez Deleuze, et on va récupérer tout leur pain invendu pour pouvoir créer notre bière, la bière Babylone. Donc c'est intéressant, ils n'ont pas mis ça en place pour toute leur carte de bière, mais ils ont commencé à appliquer effectivement ce principe-là pour cette bière Babylone, et ça rentre de plus en plus dans leur business model, puisqu'ils ont effectivement bien compris qu'au niveau marketing, c'était aussi très intéressant de faire sa publicité sur cet ancrage local et cet ancrage circulaire. Alors là, je vous ai mis un dernier exemple de petite entreprise à Bruxelles qui s'appelle Emprobel, qui est un exemple assez génial. C'est mes chouchous. Je vous présente Nala et Imad. Nala à gauche qui a fait un master en gestion à Solvay et Imad à droite qui, lui, avait plus de difficultés à l'école. Donc le système scolaire, m'a-t-il dit, n'était pas adapté à sa façon de travailler. Et à la sortie des études, tous les deux, ils se sont dit, nous, on va lancer notre entreprise et on va faire comme Permafundi, on va faire comme Champignons de Bruxelles, Beer Project Bruxelles ou Mad Lab, on va chercher un déchet bruxellois. C'est-à-dire, à Bruxelles, il y a plein de déchets. On a vu, il y a du marc de café, il y a de la drèche de bière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va faire? Et eux, dans leur génie, et c'est très intéressant de parler avec eux et avec Imad en particulier sur tout leur cheminement de pensée, eh ben, ils se sont dit, on va faire quelque chose qui existe déjà beaucoup en France. Hein. Il y a une entreprise qui s'appelle Gico qui fait ça. C'est de la valorisation d'huile de friture, tout simplement. Parce qu'on habite à Bruxelles et personne n'a encore pensé à valoriser toute cette huile de frites. Nous, on va tout simplement aller chez les fast-food, on va aller chez les brasseries, on va aller dans les restaurants, on va aller chez les friteries et toutes les nuits, on va aller récupérer des tonneaux et des tonneaux d'huile de friture. Cette huile de friture-là, on va la revaloriser. Pour faire quoi? Pour faire du biodiesel, par exemple. Et ça marche extrêmement bien. Et là, vous voyez sur la photo, ils ont gagné le fameux prix Green Lab Bruxelles en 2018, alors qu'ils n'ont que 20 ans. Alors, moi, je viens de vous montrer plein de projets bruxellois, des PME, des Oreca, des petits projets. Il y a beaucoup de projets qui sont à Saint-Gilles. Et vous allez me dire, c'est bien, mais ça fait très bobo, quoi. Ça fait très bobo de Saint-Gilles, on est très sur le même public cible, etc. Eh ben, je vais vous dire non. En fait, avec l'économie circulaire, pardon, il ne faut pas imaginer finalement que ce sont qu'une certaine économie parfois urbaine, parfois bobo, etc., une économie parallèle qui n'existe que finalement pour se faire plaisir entre elles-mêmes, puisque l'économie durable, c'est une écologie qui peut être une écologie industrielle. Pour ceux qui connaissent l'exemple de Kalundborg, c'est la mise en pratique de tous ces principes-là à un écosystème industriel, un écosystème beaucoup plus grand et au niveau des grandes entreprises. Kalundborg, en fait, c'est une petite ville au Danemark qui, il y a 70 ans, qui a déjà 70 ans, donc c'est les pionniers, se sont dit, nous, on va lancer un grand projet qui est un projet d'échange des flux. C'est-à-dire, à Kalundborg, qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite ville en terre viking? Il y avait une centrale électrique, il y avait une raffinerie, il y avait des producteurs de panneaux solaires, il y avait une usine de biotechnologie, etc., etc. Et chacun s'est rendu compte qu'en termes de matières premières, en termes de ressources, ils avaient besoin du déchet des autres. Pour prendre un exemple, il y avait une usine de fabrication de panneaux de construction, de fabrication aussi de dalles, comment dire, de carrelage par exemple, etc., etc., et de plaques. Et leur matière première à eux, c'est ce qu'on appelle le gypse.
Et le gypse, c'est une matière qu'ils allaient acheter, qu'ils allaient récolter en Andalousie. Donc, vraiment, on est en Danemark jusqu'en Andalousie, c'est de l'autre côté de l'Europe, ça fait quelques dizaines de, ça fait quelques milliers de kilomètres. Et avec un coût économique énorme. Et juste à côté de là, à moins d'un kilomètre, il y avait une centrale électrique qui, elle, avait une production extraordinaire de gypse dans ses conduits, dans ses cheminées, et ils ne savaient qu'en faire finalement. C'était leur déchet. Et un jour, cette entreprise de panneaux de construction a été voir la centrale en disant, écoute, moi j'ai besoin de ton gypse, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et c'est comme ça qu'a été lancé le projet de la symbiose Kalundborg, en se rendant compte un petit peu qu'on pouvait travailler ensemble en échangeant des flux localement. Il y avait notre raffinerie, juste à côté, encore une fois, de la centrale nucléaire, qui avait comme déchet une production extraordinaire d'air chaud. Une production extraordinaire ne savait qu'en faire et devait finalement laisser tout cela se volatiliser dans la nature. Alors qu'on avait à côté notre centrale qui disait, moi j'ai besoin, effectivement, j'ai besoin de cette chaleur pour fonctionner. Et en même temps, j'ai besoin d'un petit peu d'eau. Et la raffinerie disait, c'est génial, moi j'ai de l'eau froide à te passer, mais seulement si toi, tu arrives en échange à me donner, par exemple, de la vapeur, etc. Tout ça pour vous dire qu'ils se sont rendus compte bien assez vite et au fil des années, hein, puisque ça s'est construit sur le temps et surtout sur la confiance, parce que c'est assez difficile pour un grand industriel de se dire je vais aller ouvrir mes livrets de compte et je vais aller rendre mes besoins tout à fait transparents par rapport aux acteurs qui partagent un petit peu la région et l'écosystème industriel sur lequel on est basé. C'est assez compliqué, mais ça s'est fait sur 70 ans finalement. Et maintenant, la symbiose de Kalundborg, c'est quelque chose qui est vraiment un exemple d'écologie industrielle, on appelle ça. C'est pour montrer que finalement, tout cela, à grande échelle, c'est extrêmement intéressant économiquement pour tous ces gens-là. Parce qu'il ne faut pas être naïf, ce n'est pas d'abord pour une vision environnementale, hein, certainement encore moins il y a 70 ans, mais c'est vraiment avant tout pour une vision économique que cela fut fait. Et là, je vous mets très rapidement, puisque je vois que le temps passe, il faut quand même garder un peu de temps pour répondre à des questions, mais je vous mets très rapidement ce schéma-là, qui est le schéma de Kalundborg, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tous les échanges, de toute la symbiose qui s'est créée à cet endroit-là. Et pourquoi aussi je mets ce slide-là? C'est parce que j'ose espérer qu'il vous rappelle un autre slide que je vous ai mis en tout début de session, il y a à peu près 1 heure, qui était le slide de votre jardin, un petit peu, qui était le slide de cette toile d'araignée entre tous les acteurs, entre tous les microcosmes, etc., qui peuvent se retrouver au fond de votre jardin et qui formaient un écosystème résilient, puisque interconnecté, finalement. Et ben c'est ça l'écologie industrielle, c'est essayer de créer des liens, des symbioses entre une multitude d'acteurs qui, finalement, à la base, n'ont aucun point commun. Et enfin, pour vous montrer quelques chiffres, si je dois encore vous marteler la tête un petit peu avec tout ça, à Kalundborg, ils se sont rendus compte très vite qu'effectivement, c'était un bienfait économique extraordinaire hein, de commencer à créer des partenariats et d'imaginer l'utilisation, la réutilisation des déchets, des ressources qui proviennent d'acteurs tiers au sein de notre région. Eh ben, ils ont réussi à avoir un retour sur investissement en 5 ans maximum. Pour un investissement de 75 millions de dollars, ils ont fait des économies en 20 ans de 160 millions de dollars. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin puisqu'il reste 5 minutes et je voulais profiter un petit peu, voir avec Sandra si tu avais pu récupérer quelques questions. Oui, merci pour la présentation. Donc, il y a en effet quelques questions. Vous m'entendez tous, hein? Florent, tu m'entends? Oui, moi oui. Ah, ça va. Alors, la première question que j'ai reçue, c'est pour les pieds de chaise. Ce n'est pas plus intéressant de les garder tels quels. Une chaise peut être conçue pour qu'elle tienne de nombreuses années plutôt que de vouloir les revaloriser en autre chose. Oui, absolument. Après, l'exemple dont je vous parlais, je vois très bien de quoi vous parlez. L'exemple que je parlais, c'est vraiment un exemple d'entreprise sur les chaises de bureau. C'est un exemple existant. Et là, je vais essayer de vous retrouver cet exemple-là que je vais vous mettre dans la présentation. Ce sera peut-être plus intéressant. D'une entreprise qui avait déjà imaginé la fin de vie, la fin de cycle de cette chaise-là, de ce pied de chaise-là. Et elle n'avait pas imaginé, effectivement, recréer des chaises de bureau à partir de ça. Je ne sais pas pourquoi.
mais elle avait imaginé les faire localiser directement dans des machines à laver. Est-ce qu'il y avait un endroit de la machine à laver où cette pièce-là aurait un sens? Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, mais c'est ainsi qu'ils faisaient de ce qu'on appelle de l'éco-conception. Après, effectivement, à mon avis, s'ils ont choisi cette solution-là, c'est parce que ces pieds de chaise n'étaient plus valorisables en pieds de fauteuil. En tout cas, c'était des anciens modèles, etc., etc. Je ne sais pas, c'était pour anticiper une évolution de marché également, peut-être. Merci. Alors, la question suivante. Est-ce que le secteur seconde main peut être considéré comme faisant partie de l'économie circulaire? En effet, le matériel n'est pas toujours de source locale, par exemple. Non, tout à fait, mais c'est de la réutilisation, c'est du reuse. C'est très clairement de l'économie circulaire, puisque la logique n'a pas été de chercher une production qui vient du bout du monde, mais de réutiliser finalement des déchets qui sont déjà sur place. Alors si vous dites, moi je vais importer des t-shirts usagés qui proviennent d'Inde, non, c'est pas ça, mais effectivement, une fois que les ressources sont présentes sur place, c'est tout à fait de l'économie circulaire. C'est tout à fait ça. C'est du reuse. Ouais, exactement. C'est de la Merci. revalorisation. Je peux vous donner l'exemple vous connaissez peut-être les exemples des recycleries, qui sont clairement des exemples de seconde main. Il y a une recyclerie très chouette qui est la recyclerie sociale de Saint-Gilles, qui va revaloriser des meubles pour les vendre. Et beaucoup de ces meubles, finalement, sont des anciens meubles Ikea qui sont upcyclés, c'est-à-dire retransformés en nouveaux meubles, qui sont mis ensemble, enfin bref, on a parfois même des artistes qui vont travailler toutes ces choses-là. Mais c'est clairement de l'économie circulaire, même si à la base, ce sont des productions Ikea. Merci. Alors, je commence à comprendre le principe systémique, mais cela s'applique à certains types d'activités ou produits, non. Je suis céramiste, j'ai du mal à transposer ces principes avec ma spécialité. Ah, je comprends, hein. Moi, j'ai essayé de prendre les principes vraiment globaux parce que c'est difficile d'avoir une vue de chaque projet et tout ça. La pensée systémique, si tu es céramiste, c'est compliqué. Mais en fait, la pensée systémique, ça consiste à étudier vraiment ton écosystème, à comprendre quels sont tes concurrents, à comprendre quels sont tes partenaires potentiels. Et dans le cas d'un céramiste, je suis très certain il y a totalement matière à mener cette étude-là. Après, le systémisme, c'est aussi imaginer d'où proviennent mes matières premières dans son ensemble. C'est-à-dire que ma matière première, peut-être que elle provient d'un endroit qui respecte tel ou tel principe de l'économie circulaire, mais est-ce que ces fournisseurs même, les fournisseurs de mon fournisseur, eux-mêmes vont respecter, etc., etc. Ça fait partie du principe systémique. Le principe systémique, c'est prendre absolument toute la chaîne de production en compte et ensuite prendre tout mon écosystème en compte. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais dans le cas des exemples que je vous ai montrés, on était plutôt dans la prise en compte de l'écosystème partenarial et concurrentiel, quoi. Mais essayer de comprendre son impact positif, son impact au sein de son écosystème. Se dire, je réponds à un réel besoin, j'ai ma place dans l'écosystème, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, hein, puisque ça reprend deux notions très différentes. Donc son écosystème partenarial et tout le systémisme de ma chaîne de production. Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Moi, ça me semblait assez clair, mais je n'ai pas, en tout cas, j'ai pas de réaction ici dans le chat. Alors, autre question. Quelle est la différence entre le développement durable et l'économie circulaire? Le développement durable, c'est ce que je disais, c'est beaucoup plus englobant. Le développement durable, ça prend en compte les trois piliers qui sont l'environnemental, l'écologie et le social. Si vous tapez sur Google les 17 objectifs du développement durable, vous vous rendrez compte que ça prend en considération la santé, le bien-être, l'équité entre les genres, donc les rapports hommes-femmes, etc., etc. C'est vraiment beaucoup plus global. Alors que l'économie circulaire, on va vraiment rentrer dans plutôt les questions environnementales et économiques. Donc, voilà. Merci. Est-ce qu'il existe des annuaires, sites reprenant tous les projets s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire ou de manière plus générale dans une démarche de développement durable? Alors, ça dépend. En Belgique, en France, ça existe, mais
démarche de développement durable, encore une fois, c'est très large, parce que dans le développement durable en termes économiques, il y a les entreprises qu'on appelle les économies, pardon, qui font partie de, les entreprises, pardon, encore une fois, qui font partie de l'ESS. L'ESS, c'est les entreprises sociales et solidaires. Il y a les entreprises qui font partie plutôt des entreprises circulaires, etc., etc. Donc, c'est vraiment très large. Mais ici à Bruxelles, parce que j'imagine que c'est une personne qui vient de Bruxelles, effectivement, au guichet d'économie locale de Saint-Gilles, par exemple, on a toute notre liste de porteurs de projets qui est une liste faramineuse de gens qui portent de projets à finalité durable. Donc, il y en a énormément. Mais ça va dépendre, encore une fois, dans quel domaine cette personne-là travaille. Mais auprès du 18-19 aussi, à mon avis, il y a une liste assez importante, mais qui n'est pas, selon moi, classifiée dans les typologies de la circularité. Donc, peut-être le guichet d'économie locale de Saint-Gilles, c'est le GEL vraiment spécialisé en termes d'économie circulaire et de développement durable. Et il y a une réelle grande base de données de porteurs de projets durables, si ça peut aider. Oui, et il y a aussi éventuellement possibilité de contacter Bicirculaire, qui ont pas mal, Ouais, bien voilà, sûr. qui ont pas mal enfin, qui ont un grand réseau avec les entreprises Il y a dans beaucoup ce de réseaux. domaine-là aussi. Par exemple, il y a beaucoup de réseaux en fait et beaucoup de coopératives et beaucoup de liens. Par exemple, dans le terme de l'ORECA, c'est Good Food. C'est un label Good Food qui essaye de répertorier tous les restaurateurs qui mettent en place des initiatives circulaires. Donc, si tu es plutôt dans l'ORECA, si c'est plutôt un commerce de proximité, il y a le réseau Mazone, M-A plus loin zone, Z-O-N-E, qui essaye de faire pareil avec les commerçants de petite proximité, de créer des synergies entre eux, etc., etc. Du coup, il y a énormément de choses. Mais effectivement, Bicirculaire, je pense que c'est vraiment un des acteurs les plus importants. Et puis le village partenaire à Saint-Gilles, encore une fois, Ouais, ouais, voilà. tout à fait. Merci. Alors, question suivante. Auriez-vous des conseils pour atteindre un public soucieux de l'environnement dans le cadre d'une étude de marché, par exemple? Ah, bien sûr. La question, c'est est-ce que j'aurai des pistes de sensibilisation, des jeux de rôle, etc., etc., ou c'est comment je fais dans le cadre d'une étude de marché pour pouvoir cibler ces gens-là en particulier et avoir directement accès à un carnet d'adresses de ces gens-là. Je crois que c'est plutôt la deuxième. Oui, à mon avis, oui. Eh ben, ce qu'on dit, c'est toujours, il faut aller dans les événements circulaires, il faut aller dans les événements qui sont organisés typiquement par Bicirculaire, dans les événements qui sont organisés par exemple par Boost Project, qui fait des Boost Nights une fois tous les 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, qui sont vraiment des rassemblements d'entrepreneurs et de gens sensibilisés. Il faut participer aux événements Cop City. En fait, il faut graviter un petit peu dans l'écosystème vert et écolo de Bruxelles, puisque tous ces gens-là sont sont attirés par ça, ce qui est tout à fait normal. Et puis s'inspirer un petit peu des gens du numérique, Facebook, comment ils font pour cibler un public cible. Eh ben, ils vous demandent tout simplement, vous voulez cibler les gens qui aiment quel groupe? C'est très bête hein, ce que je dis, mais c'est très basique. Vous voulez cibler les gens qui aiment quelle page? Si vous voulez amener ces gens-là à aimer votre propre page de votre propre entreprise. Et ça, c'est la logique du je vais voir un petit peu quels sont les publics cibles de mes concurrents, ou en tout cas des pages et des entreprises qui s'affilient un petit peu à la mienne. Donc, allez voir aussi où vos concurrents ou vos potentiels partenaires vont chercher leur public cible. Merci. Une autre question. Alors, existe-t-il et s'il y en a, quelles sont les contraintes majeures juridiques dans un travail circulaire, par exemple avec les déchets? Déchets organiques ou sanitaires, par exemple. Alors ça, c'est complexe. Mais ça, je peux, puisque ça va vraiment dépendre du projet, il faut vraiment se pencher sur le projet. Et je suis pas sûr d'avoir l'expertise pour répondre typiquement dans ce projet-là. Parce que j'ai l'impression que c'est un projet d'alimentation durable qui pose cette question-là, mais je suis pas sûr. Mais là, je peux renvoyer chez une personne qui pourra répondre plus largement sur les questions législatives, un petit peu et juridiques plutôt. D'accord, je vais prendre note de ça. Ouais. Alors, question suivante, du coup, la personne qui a posé cette question-là, pardon, je la mettrai en contact avec toi directement, ça te va? Ouais, ça me va très bien. Ok, super.
Que pensez-vous au fait d'appliquer une fiscalité différente pour l'économie circulaire ou économie green? Ah, bah, ce que j'en pense, moi, je suis pas politique, hein, mais ce serait génial, hein. On parle beaucoup depuis des années de la fameuse taxe carbone. On parle beaucoup, effectivement, d'avoir un système de taxation différent pour les entreprises ESS et les entreprises respectueuses dans l'environnement. Pour moi, ça fait tout à fait sens pour pouvoir amener une véritable transition, pour pouvoir de façon un petit peu informelle, pousser les entreprises polluantes à moins polluer, en taxant la pollution tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose qui fait tout à fait sens, mais voilà, c'est pas dans le cadre de la formation, et puis on rentre un petit peu dans l'idéologie. Mais Ouais. effectivement, c'est quelque chose qui est poussé de plus en plus par des coalitions d'entreprises. Tiens, ça me permet de faire un lien avec la question précédente qui était où est-ce que je peux trouver une liste de toutes les entreprises en fait circulaires. J'y pense maintenant. Et ben à Bruxelles, il y a une coalition qui est une coalition d'entreprises de la circularité et du développement durable bruxelloise et wallonne, qui regroupe plus d'une centaine de PME, je pense, de PME qui travaillent dans le respect de l'environnement, etc., etc. Et ces gens-là ont créé une coalition pour pouvoir peser politiquement, justement. Et cette coalition s'appelle la coalition Kaya, donc K-A-Y-A. Et une de leurs principales revendications, c'est la mise en place d'une taxe carbone réelle, respectée et, euh, et fonctionnelle. Voilà, Merci. coalition Kaya. Alors, question suivante. Ne devrions-nous pas travailler plutôt contre l'obsolescence programmée qui fait tomber en panne des produits juste après la fin de leur garantie et aussi avoir des politiques plus cohérentes? On en a déjà un peu parlé, mais oui. Mais oui, mais l'obsolescence programmée, c'est vraiment typiquement l'illustration de ce qui ne va pas en fait. C'est vraiment parce que nous on parle beaucoup non seulement du reuse, de la réutilisation, mais quelque chose de très important aussi, c'est tout simplement l'allongement de la durée de vie. Donc comment je fais pour créer un produit qui aurait un temps de vie largement supérieur à ce qui fonctionne sur le marché. Et là, encore une fois, c'est une question de législation, mais on sait que la Commission européenne met en place des législations pour combattre cette obsolescence programmée. La Commission européenne n'est pas toujours parfaite, mais sur de plus en plus de questions comme celle-ci, elle prend tout de même des mesures. Et donc voilà, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question, mais effectivement, la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est une des premières luttes de l'économie circulaire. Merci. Ouais. Question suivante. Est-ce que le fait d'acheter des nouveaux bocaux et appliquer la consigne fait aussi partie de l'économie circulaire? Eh ben, oui, mais voilà, encore une fois, c'est le dilemme les bocals, il faut être sûr de les utiliser assez de fois avant qu'ils ne cassent, avant qu'ils soient inutilisables, pour que ça ait un réel apport et un réel intérêt. C'est comme une histoire, on m'avait posé une fois la question, mets des tupperwares en plastique pour pouvoir et appliquer la consigne. Et appliquer la consigne, est-ce que ça fait sens? Parce qu'il y a quand même une production de plastique pour les tupperwares. Oui, mais si j'applique la consigne et que mon contenant peut être réutilisé 100, 200, 300, 400, 500 fois, à mon avis, oui, ça vaut le coup et ça fait tout à fait partie de l'économie circulaire, oui. Si c'est dans une logique de suppression d'un packaging polluant. Mais il y a des études qui sont faites, voir ce qui vaut plus le coup, est-ce qu'il faut plus un packaging en carton ou un packaging sous forme de plastique ou de bocaux et de consignes, etc. Mais il y a quelque chose qui est très souvent, de plus en plus souvent demandé dans les petits commerces, c'est aux gens d'amener leur propre contenant aussi, qui marche pas mal aussi. Oui, tout à fait. On voit ça de plus en plus, hein. Même Ouais, des personnes qui le font d'elles-mêmes dans les magasins qui ne le proposent même pas, en fait, hein. ouais. Alors, Et cette histoire de consigne, bah, je prends juste une seconde, mais c'est très intéressant parce que Coca-Cola, par exemple, pour revenir à eux, avant d'utiliser la consigne, hein, bien avant l'apparition des bouteilles en plastique, et ils refusent le retour à la consigne en disant que ça fait une production beaucoup trop importante de verre, que c'est trop difficile à recycler, etc., etc., alors que finalement, tous les rapports prônent le retour à la consigne.
à la consigne, non seulement on a ça pour les bières, mais pour les bouteilles de soda, de Coca-Cola et pour les bouteilles d'eau. Donc, mais là, voilà, c'est le seul frein à tout cela, c'est un petit peu le lobby du plastique qui est très très fort, très puissant ici à Bruxelles. Ouais. Question suivante. N'avez-vous pas oublié de présenter les défauts du développement durable, par exemple l'effet rebond et le fait que que ça ne reporte que le problème de quelques années, pollution? Merci. Oui, c'est vrai. Mais alors, enfin, c'est vrai. Entre guillemets, il faut voir à quelle échelle on rentre dans le développement durable. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le fait que c'est une façon, encore une fois, de reporter le problème, de se donner bonne conscience, etc., etc. Mais l'autre solution, alors, ce serait la décroissance, qui est une solution qui peut être intéressante, mais encore une fois, on rentre dans de l'idéologie et moi, je ne maîtrise pas ces sujets-là. Mais, mais la décroissance, il y a aussi beaucoup de gens qui rentrent en contradiction avec cela en disant qu'une croissance verte, finalement, est largement possible en ayant une croissance limitée et non pas une décroissance. Mais on rentre encore une fois dans de l'idéologie. Quant à l'effet rebond, je dois avouer ne pas assez bien maîtriser le sujet. Mais voilà, mais on rentre dans la question où est-ce que l'économie circulaire finalement c'est pas une idée, c'est pas du greenwashing, est-ce que etc etc. Ben, ça va dépendre comment on l'applique finalement. Il y a des entreprises qui font semblant de faire de l'économie circulaire. Et je parlais de Coca-Cola tout à l'heure, mais c'est parce que c'est une entreprise, on sait qu'elle est polluante. Mais il y a des entreprises très connues et qui se donnent une bonne conscience et la majorité des gens les croient. Et c'est des grandes entreprises qui ne font pas de l'économie circulaire et font semblant d'en faire en mettant un peu de verre et quelques cercles avec des flèches sur leur logo. Donc, moi, je vous parle de réelles entreprises à impact positif, qui font de l'économie de symbiose, plus encore, ou de l'économie bleue, quand on appelle ça, plus encore que de l'économie circulaire. Et puis maintenant, il y a une nouvelle forme d'économie qu'on appelle l'économie régénérative. Et l'économie régénérative, c'est une économie qui souhaite aller beaucoup plus loin que l'économie circulaire. C'est vraiment comment je crée de la valeur tout en régénérant, non pas seulement en laissant la nature tranquille ou en essayant de l'abîmer la moins possible, comme l'économie circulaire tend à la faire, mais l'économie régénérative, ça va vraiment tendre à régénérer le système naturel. Et là, l'exemple le plus basique, ce qui est l'exemple de, voilà, je vais mettre des ruches, ou alors je vais faire de l'agriculture urbaine, je vais faire de la serre sur toit, etc., etc., pour essayer de faire revenir un peu tout un écosystème naturel en ville et une biodiversité citadine. Mais donc on peut aller plus loin que l'économie circulaire. Voilà. Je suis pas très bon en synthèse, mais je suis d'accord un petit peu avec ce commentaire-là. On peut aller encore plus loin que l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est la porte d'entrée, quoi. Merci. Je vais juste communiquer qu'on va arrêter avec les questions. Donc, je prends encore celles qui ont été envoyées jusqu'à présent, mais après, c'est tout parce que sinon, on y est pour des heures encore, même si c'est très intéressant, hein, je suis d'accord, mais voilà, on doit arrêter un moment. Question suivante. Y a-t-il des législations pour la réutilisation, upcycling de pulls de seconde main vis-à-vis des marques sources? Et ben là, je peux aussi conduire un contact qui pourra mieux y répondre que moi. Très bien. Ouais. Donc, je t'enverrai, toi, Sandra. Et donc, tu peux répéter la question pour que je sois sûr de Oui, comprendre. La législation pour l'upcycling de pulls. oui, de seconde main vis-à-vis de la marque source du pull en question, j'imagine. Ah bah oui, c'est une très bonne question. Eh ben, je vais rediriger vers une personne qui va savoir ça. Merci, je note. Mais je ne pense pas. Euh, je pense pas non plus, pour être honnête. Alors, je suis une scientifique du développement durable et je voudrais aider les entreprises à devenir plus durables. Que me conseillez-vous pour me lancer? Alors là, c'est une question plus d'accompagnement, mais voilà, je te laisse réagir peut-être. Ah oui, eh ben, postuler pour travailler chez Ecores, par exemple, qui est un bureau d'études qui travaille avec beaucoup d'entreprises, qui travaille pour les accompagner dans une transition environnementale. Parce que je vous ai parlé de Groupe One, mais Groupe One ne s'occupe que, entre guillemets, et c'est déjà très bien, d'accompagner des porteurs de projets et des gens et des entrepreneurs de petites entreprises, on va dire. Et Ecores, et parmi beaucoup d'autres bureaux d'études, eux s'occupent de travailler avec des grandes entreprises qui sont dans une logique RSE de transition environnementale, on va dire.
Donc voilà, de postuler à ces choses-là. Ou alors sinon, de créer de toutes pièces des formations, des animations de sensibilisation, de participer à des colloques de sensibilisation, de s'informer sur tout ce qui existe en termes de sensibilisation. On a souvent des salons d'outils de sensibilisation qui sont organisés par tout un tas d'acteurs de formation ici à Bruxelles. Du coup, il y a des véritables outils de sensibilisation qui existent en fait, que ce soit des jeux de rôle, des outils de life cycle game, etc., etc. Il y a énormément de choses qui sont faites. Du coup, voilà, aller chercher un petit peu les informations déjà existantes, connaître un petit peu les outils déjà existants, et puis voilà. Mais j'ai pas compris si la question c'était en tant qu'indépendante, en tant que J'imagine. bénévole, en tant que salarié, etc., etc. Ben, j'imagine que c'est pour une nouvelle activité en tant qu'indépendant, vu le contexte. Ouais. Et ben, en J'imagine que tant c'est ça. qu'indépendante, tisser des liens dans tout cet écosystème de la sensibilisation, regarder les outils préexistants, il y en a plein qui sont développés par énormément d'associations, Association 21 par exemple, qui se trouve à Mondobé, à Port de Namur, Association 21, qui a créé pas mal d'outils, Groupe One également, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Donc, et beaucoup de ces outils, par ailleurs, sont libres de droit, ou alors, comme ils font partie de l'écosystème associatif bruxellois, on est subsidié par la région pour former des gens à ces outils-là, qui eux-mêmes seront une source de sensibilisation. C'est-à-dire que personne dans ce milieu-là est jaloux par rapport aux outils. Ah non, il n'y a que nous qui utilisons nos outils. Non, le but, c'est que chacun se forme les uns les autres et qu'on puisse dupliquer un petit peu toutes ces animations, ces sensibilisations sur un public le plus large possible. Donc, toutes les aides sont acceptées. Merci. Je répète, hein, ne nous envoyez plus de questions via le chat parce que sinon on va jamais arriver à arrêter cette session. Si jamais vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas à me les envoyer par email ou à nous les envoyer au 18-19 par email et on y répondra à ce moment-là. Voilà, merci. Du coup, une dernière question. Pouvez-vous nous communiquer des sources de bâtiments disponibles dans le cadre de réaffectation de biens immobiliers à Bruxelles? Oui, avec plaisir. Encore une fois, j'ai pas ces informations-là, mais je sais où aller les chercher. Très Et bien. il y a une entreprise qui se situe justement au village partenaire qui s'occupe de cela aussi, de mettre en contact des entrepreneurs avec des bâtiments désinfectés, etc., etc. Du coup, oui, absolument. Super. Euh, je regarde ce qu'il y a comme autre question. Allez, une petite dernière. Où trouver les activités formation sur l'économie résiliente? Ah, sur l'économie résiliente ou circulaire? J'imagine Euh, que c'est pour économie circulaire, mais Euh, un peu partout, mais c'est ce que je disais avant, faut aller un petit peu voir les colloques et tout ça. Moi, je peux mettre à disposition certains outils qui sont développés par Groupe One. Voilà. Et puis sinon, si vraiment et ça c'est non seulement pour cette question-là, mais aussi pour la question de la personne précédente qui voulait travailler dans la sensibilisation pour les entreprises et l'accompagnement des entreprises, il y a tout un parcours de sensibilisation très intéressant, très introductif, qui a été mis en place en Suède. Et du coup, ils ont créé un site internet en anglais, je vous rassure, avec tout un parcours de sensibilisation clé sur main, en fait. Donc tout le monde peut prendre contrôle et tout le monde peut les réutiliser dans son propre pays. Et il y a des vidéos explicatives, comment gérer le groupe, etc., etc. Ça, c'est un parcours de sensibilisation qui a été formé pour les écoles, mais qui est tout à fait réadaptable pour des publics plus âgés, quoi. Et ça, je peux donner le lien de ceci aussi. C'est voilà, c'est c'est un partenariat suédois entre des acteurs privés, des acteurs associatifs et des acteurs de l'enseignement qui ont créé ce parcours clé en main qui est absolument superbe. Donc, je vous mettrai le lien de ça. très bien. Mais voilà, on y est. Je vais quand même noter les autres questions s'il y en a encore qui arrivent. Merci Florent, et merci à tous d'avoir assisté à cette session. N'hésitez pas à consulter le reste du programme. Donc, il reste encore des sessions ce soir, demain et vendredi. Donc, n'hésitez pas à aller vite vous inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes. Florian, je te remercie encore une fois. Et donc, on enverra, je l'ai déjà dit, hein, mais on enverra la présentation pardon, par email à tous les participants.
Voilà. Bah merci à vous. C'est très difficile de parler à un écran sans avoir personne en face, mais c'était chouette quand même. Et voilà, encore une fois, c'était vraiment une séance introductive. Vous avez vu, j'ai essayé de pas aller trop loin et en même temps de toucher tous les sujets et plusieurs sortes de PME différentes et plusieurs domaines différents. C'est pas un exercice facile. Du coup, effectivement, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me demander directement. Ou vous envoyez à Sandra, vous demandez directement et promis, je prendrai le temps d'y répondre ou de vous mettre en contact avec la personne pertinente. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Je note juste les questions et puis j'arrête la session. Euh, Voilà. Florent, je te souhaite bonne fin de journée. Merci encore. Je te recontacte par email, hein, ça va?